Bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Euh, en fait, je parlerai pas trop longtemps de moi. Je vais le faire à travers toute la soirée, mais je dirais que je suis une pratiquante depuis 1987. Et je suis arrivée au centre de méditation à l'époque, une semaine après le décès de Shogyan Trungpa Rinpoche. Alors, je suis entrée dans le centre à un moment où la communauté à cette époque-là était dans une turbulence. Il y avait beaucoup de détresse, il y avait beaucoup de tristesse, mais il y avait aussi une brillance dans tout ça. Euh, et j'ai souvent pensé que j'étais arrivée trop tard pour rencontrer Trungpa Rinpoche. Euh, je me rappelle d'avoir demandé à quelqu'un, mais pourquoi il ne m'a pas attendu? Et puis, la personne m'a répondu, mais pourquoi t'es pas venu avant? Alors, en fait, Trungpa Rinpoche, je l'ai découvert parce que tout était imprégné de sa présence vide et transparente à ce moment-là. Euh, Ce qui m'avait amené au centre à ce moment-là, c'était une passion amoureuse. J'avais le béguin pour quelqu'un, puis il m'avait dit qu'il pratiquait au centre de méditation. Et j'ai pensé que si j'allais au centre de méditation, ben peut-être que j'allais le voir et tout ça. Et cet homme-là m'a avoué quelques années plus tard qu'il sentait qu'il était comme le conduit. Il fallait qu'il me garde assez intéressé à lui, mais en même temps, il ne voulait pas développer une romance avec moi. Alors, il jouait un peu à m'attirer parce qu'il voulait m'amener au centre de méditation. Et puis, ça a fonctionné euh, parce que je suis ici. J'ai jamais eu de regrets. J'ai essayé, je suis allée voir dans d'autres endroits, mais le centre a toujours été comme la maison. Et en fait, c'est ça qui s'est produit. C'est que le jour où je me suis décidée à aller recevoir une instruction de méditation, je me suis rendue au centre. À l'époque, on était sur Avenue du Parc. Et on montait des escaliers, là, c'était en haut je pense, d'un restaurant grec et tout ça. Puis il fallait monter des escaliers, un peu comme ici. Puis j'ai ouvert la porte. En fait, j'ai entrouvert la porte. J'ai rien vu à l'intérieur du centre. Et à l'intérieur de moi, ça l'a fait, oh, je suis arrivée. Ça a été aussi puissant et aussi clair que on peut dire il y a 1 heure ou il y a 1 heure et quart. C'était très clair, j'étais arrivée, mais je ne savais pas où encore, mais je savais que j'étais arrivée. Et ben, ça ne s'est jamais démenti encore jusqu'à maintenant. C'est à peu près ça que je peux dire de moi. Et donc tu es entré dans le centre quand même, et puis tu as progressé, puisque te voilà ici maintenant. Donc à travers ce que tu as vécu à ce moment-là, et ce que tu vis maintenant, comment tu vois l'évolution des énergies de ces enseignements de Shogam Trungpa, puis du Sakyong, dans le monde d'aujourd'hui en général, mais surtout on parle là du Ouais, centre ouais. de Shambhala de Montréal en particulier, et notamment avec cet aspect, cette facette intéressante de ton histoire, c'est que tu n'as pas connu, je ne me pas, mais tu as dit que tu as connu la place qu'il avait. En fait, j'ai Voilà. connu Trungpa Rinpoche par l'environnement. Je l'ai connu par les gens qui enseignaient. Je l'ai connu par les textes qu'il avait laissés, les livres, des programmes audio. J'ai pu entendre sa voix. J'ai rêvé à lui plusieurs fois. J'ai même rêvé une fois qu'il me parlait en tibétain.
et je comprenais ce qu'il me disait. J'ai jamais pu le répéter après, mais je comprenais, dans le rêve, je comprenais, puis il me disait que j'avais quelque chose à faire. Trungpa Rinpoche est décédé à l'âge de 47 ans euh, et il n'a pas enseigné très longtemps. Il a peut-être enseigné 25 ans à peu près. Euh, mais la période où il a enseigné, il a vraiment tout donné. C'est qu'on a reçu les enseignements là, bouddhistes de l'Hinayana, du début, euh, de reconnaître notre souffrance, en passant par le Mahayana qui s'ouvre à la vacuité, à la compassion, en allant vers le Vajrayana. Et tous les enseignements Shambhala qu'il nous a donnés, c'est quelqu'un qui était très osé par rapport à d'autres maîtres à l'époque. Il était très osé parce que il avait une confiance profonde dans la capacité de toucher notre bonté fondamentale. Et il nous l'enseignait et il a aussi permis à ses étudiants de plonger dans l'enseignement. Je pense que d'ailleurs, ça, c'est une chose qui fait qu'on est capable de survivre. C'est qu'on a des enseignants qui sont formés. On n'a pas juste un maître qui enseigne, mais on a des enseignants et des enseignantes qui sont formés. Et Trungpa Rinpoche nous a donné des transmissions de lignées et de traditions vivantes, mais il nous a aussi donné la particularité des enseignements monastiques comme lui les avait eus. Il a, il a sorti du monastère les enseignements qu'il avait reçus et les a joints à des enseignements séculiers parce qu'on n'était pas des moines, on n'était pas des nonnes, on était des gens qui vivaient dans le monde, mais il a eu cette particularité de joindre euh, les enseignements profonds, les enseignements de discipline, comment joindre ça à notre vie. C'était un maître aussi qui avait une attention aux détails d'une façon incroyable. Euh, on pouvait pas, il n'y a rien qui lui échappait. Si des fois on voulait faire un camouflage, si les gens voulaient faire un camouflage parce qu'ils n'avaient pas eu le temps d'arranger quelque chose, quand il entrait dans la pièce, c'est ça qu'il voyait. Et l'attention aux détails était tellement grande qu'il était capable de... euh, en fait, il était capable de prendre, parce que Trungpa a été enseigné dans une... Il est arrivé dans le temps des hippies, dans une communauté d'hippies, puis les gens étaient couchés à terre pendant les causeries, les gens avaient fumé un joint, les gens buvaient, tout ça. Puis il a été capable de, sans culpabiliser et sans dénigrer ce temps-là, il a été capable de prendre les gens et de les amener à s'asseoir sur un coussin, à se tenir droit, à avoir confiance dans leur posture et à avoir confiance dans leur esprit. Euh, Trungpa aussi enseignait avec... il avait pas peur d'aller chercher les éléments éveillés de d'autres cultures. Puis moi, j'ai l'impression que j'ai été éduquée dans Shambhala. J'ai été éduquée à savoir comment mettre la table, euh, comment faire un service, comment accueillir les gens, comment s'habiller. Euh, et c'est toute une éducation qu'on a reçue dans Shambhala. À l'époque où Trungpa est décédé, euh, il était comme la figure parentale de la communauté. Pour beaucoup, il était le père, il était le- et son décès a causé euh, un désarroi et une peine immense pour les gens. Moi, j'ai vu ça de l'extérieur parce que je ne le connaissais pas.
Euh, mais en même temps, sa mort a été un enseignement très profond. Parce que euh, quand on a un gourou qui est présent, qui est là devant nous, souvent on regarde le gourou et on ne voit pas trop autour. Mais si la figure centrale disparaît, il y a tout d'un coup un espace très ouvert. Et c'est comme si la pensée de Trungpa, ses enseignements, sa présence, qui il était, c'est à ce moment-là dispersé dans l'espace. Et les gens ont pu euh, connecter avec l'atmosphère de sa présence, même s'il n'était pas là. Et encore aujourd'hui, après, ben là, ça, je ne sais pas combien ça fait de temps qu'il est décédé, 30. Il est décédé en 87, là, je ne ferai pas le calcul. Alors, 36 ans, euh, les gens qui ont été proches de lui ou qui l'ont rencontré en parlent encore de sa présence. Euh, de son côté, le Sakyong Mipham Rinpoché, euh, de mon point de vue, c'est quelqu'un qui a approfondi les enseignements que son père avait commencé à donner. Son père nous a tout donné en très peu de temps. Peut-être qu'il savait qu'il allait mourir jeune, je ne sais pas, mais il a tout donné. Le Sakyong a repris de ces enseignements-là pour qu'on puisse les approfondir. Et à mon sens, euh, le Sakyong a sauvé nos pratiques. C'est-à-dire qu'il nous a permis de comprendre ce qu'on était en train de faire, ce qui avait été commencé avec Trungpa Rinpoché. Mais là, les gens voulaient continuer. Alors, comment faire ça? Puis le Sakyong a vraiment approfondi la pratique de Shamatha, il a approfondi les enseignements. En fait, il nous a amenés encore plus loin. Il nous a amenés dans les enseignements très avancés de Shambhala euh, et même ce qu'on appelle le Kala Chakra. Il a consacré 35 ans de sa vie à nous aider comme pratiquants, comme communauté, et il avait hérité d'une grosse organisation. À l'époque, quand Trungpa est décédé, euh, c'était une des plus grosses organisations bouddhistes qui existait en Amérique du Nord. Euh, et il y avait quand même plusieurs milliers de personnes qui en faisaient partie, réparties un peu partout. Et le Sakyong a comme hérité de ça. Puis il y avait des grosses bottes à chausser parce que il y a des gens qui l'aimaient beaucoup, énormément, mais il y a d'autres gens qui voulaient qu'il soit la continuité de Trungpa Rinpoché et qui avaient de la difficulté à accepter que il n'allait pas enseigner de la même façon et donc qui opposait une grande résistance. Puis le Sakyong, durant tout le temps qu'il a été avec Shambhala, a dû s'occuper de ça. Et puis, je dirais qu'avec le Sakyong, il n'est pas mort, mais lorsque nous avons eu cette crise qu'on appelle maintenant la crise, parce qu'il y a eu comme un avant la crise et après la crise, euh, ça a été une autre grande leçon. Ça a été une leçon sur l'impermanence, euh, sur le karma, comment le karma se déploie. Ça a été aussi une leçon sur, euh, en fait, c'est, selon moi, autant la mort de Trungpa que la crise qu'on a vécue avec Shambhala, ce sont des rites de passage. Ça nous amène à prendre de la maturité. On pourrait continuer de se plaindre qu'on n'a plus de gourou ou que le gourou n'est pas là, mais ça nous amène à prendre la maturité et la responsabilité des enseignements qu'on a reçus. Ça, c'est comme on a reçu des enseignements de sagesse très anciens qui sortent d'un... Ben là,
comme nos maîtres sont tibétains, ces enseignements-là sortaient du Tibet et donc sortaient on pourrait dire, d'un royaume presque médiéval, complètement patriarcal, et on amène ça dans une société où on a commencé ici à faire des prises de conscience et comment tout ça va s'intégrer dans notre société. Alors, je dirais on est un peu à ce tournant-là là, dans notre développement des enseignements bouddhistes et Shambhala, ben, ici à Montréal, mais un peu partout au sein des centres Shambhala. Ce qui est intéressant de voir, c'est que les enseignements de Trungpa Rinpoche reprennent de la vigueur. On en entend souvent parler. Il y a plusieurs programmes en ligne qui se déroulent. Les archives ont fait un travail énorme. Il y a eu de l'édition de ces livres qui sont maintenant très accessibles. Et ça permet de voir tout le génie de cet enseignant-là. Son humour, son intelligence et la façon dont il a travaillé avec nous. Et pour les personnes qui veulent continuer d'étudier avec le Sakyong, même s'ils n'enseignent plus au sein de la communauté de Shambhala, ils continuent d'enseigner, mais les gens ont l'opportunité et la chance de poursuivre des études avec lui. Donc, leur empreinte est encore là. Quand on regarde autour, les bannières, les lignées, on est encore très imprégné de leurs enseignements. Et même si leur présence physique n'est pas aussi manifeste, leur présence en tant qu'atmosphère, c'est puissant, c'est encore là. Et puis on a aussi des jeunes filles là, qui s'en viennent bientôt. Alors on ne sait pas ce que ça va donner. On sait que la prochaine Sakyong, c'est la fille aînée de Sakyong Mipa Rinpoche et la Sakyong Wangmo. Alors on va voir ce que ça va donner, ça. C'est encourageant. Mais alors, rendu là, à ton avis, toujours en parlant par rapport maintenant, qu'est-ce qui peut se développer dans le futur? Quels sont les outils, ou je dirais avec un vocabulaire plus bouddhiste, les moyens habiles, qui de ton expérience te semblent les plus adaptés pour, comment je dirais, pour construire pour construire, enfin, à travers cette vision qu'on va avoir d'une société plus éveillée, en quelque sorte. Toujours l'idée des palais de cristal, une vision claire, et avec des choses structurées. Qu'est-ce qui te semble, de ce que tu as connu, être plus adapté à ce qui pourrait s'en venir, et qui pourrait nous servir un petit peu de guide, voilà, c'est ton avis simplement. Ah oui. Ben, ce que je trouve assez formidable, là, parce que là, ici, on va fêter notre 50e bientôt. C'est dimanche. Dimanche. Dimanche prochain. Dimanche dans prochain, une semaine. Mais toute l'année ici, là, puis après ça va être le 51 et 52. Ce que je trouve assez impressionnant, c'est que les enseignements qu'on a reçus sont encore d'actualité, dans le sens où, pour moi, les enseignements les plus importants, c'est les enseignements sur la bonté fondamentale, la bonté primordiale, dans le sens où, quand on travaille avec ça, quand on découvre, quand on explore, quand on recherche ou quand on regarde pour cette bonté-là, je trouve que ça nous amène à voir le monde d'une autre façon, avec beaucoup plus de tolérance. Parce que si on considère que cette bonté primordiale, elle est là, elle appartient à tous les êtres sentants, quand on reste connecté à cet enseignement-là, c'est comme on ne voit plus son voisin de la même façon. On ne le voit plus comme si on a des conflits avec un voisin,
ben, on ne le voit pas uniquement comme une personne de conflit. On le voit avec une personne qui a aussi son intelligence, qui a aussi sa bonté primordiale, qui se manifeste peut-être d'une façon qui nous convient ou qui ne convienne pas. Mais je trouve que ça ouvre un monde beaucoup plus tolérant, ces enseignements-là. Et un autre méthode, ou je dirais moyens habiles, qui pour moi ont été très importants, c'est la, je dirais, la douceur et la vulnérabilité des enseignantes et des enseignants que j'ai eus. Euh, Ces gens-là n'avaient pas peur de s'exposer tels qu'ils étaient euh, et ont souvent manifesté comment les enseignements avaient changé leur vie et par conséquent comment ça a changé ma vie à moi aussi. Euh, et ça venait du fait qu'ils pratiquaient ces enseignements-là, puis qu'ils étaient capables de les manifester. Et pourtant, tout le monde a des styles différents. Mais ce cœur-là était là, dans tous les enseignants et enseignantes dont j'ai pu recevoir les enseignements. Et je dirais aussi que un des outils, ben, notre outil, nous autres de base, là, ici au centre, c'est la méditation. Mais la méditation amène une confiance en soi, mais elle amène surtout une capacité de faire l'expérience très personnelle des enseignements. Parce que si on lit guerrier, guerrière au cœur authentique, de tristesse ou de tendresse, si on lit, comme Trungpa disait, voir le rouge du rouge ou voir le bleu du bleu, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut intégrer ça dans notre vie? On ne peut pas juste en lisant. On ne peut pas juste en écoutant des vidéos. C'est vraiment en faisant l'expérience très personnelle que là, à un moment donné, on peut se dire, ah tiens, ah, c'est ça. Hein? Il y a beaucoup de choses qui nous ont été montrées et que, en pratiquant notre moyen habile de la méditation, on découvre ce que ces enseignements-là veulent dire. Puis un autre enseignement qui pour moi est un outil puissant, c'est qu'on peut être ordinaire et ça ne nous empêche pas de faire beaucoup de choses pour les autres. Ici, là, au centre, on a des gens, des bénévoles, en fait, ils ne sont pas ordinaires, ils sont extraordinaires. Des gens qui donnent, qui se dévouent, qui croient à cette vision, cette fameuse vision là, du palais de cristal, là, cette vision d'une société possible, éveillée, la brillance des enseignements. Euh, les gens sont là, puis c'est ce qu'ils portent, c'est ce qu'ils portent. Et je dirais pour terminer cette question-là que selon moi, et c'est ce que j'ai souvent ressenti dans ma vie, c'est que les enseignements de Shambhala, c'est des antidépresseurs naturels. Dans le sens où ils amènent une balance et un équilibre dans notre vie. C'est qu'on peut à la fois développer notre force intérieure pour rencontrer là, les vicissitudes de la vie, si je peux dire, et en même temps, avoir cette capacité de découvrir la magie et la beauté du monde. Donc, les enseignements nous permettent de balancer ça. Parfois, j'ai l'impression que juste les enseignements bouddhistes pourraient nous amener dans une forme de dépression. Et si on avait juste les enseignements Shambhala, ça pourrait nous amener dans une forme d'arrogance. Alors, je pense que les deux se balancent bien. Se balancent bien. C'est un peu ça que je voulais aussi aborder, c'est l'autre facette, c'est-à-dire, là on a vu
tous les outils, les moyens habiles qui nous permettent d'aller vers ce que nous voulons, mais il y a aussi ce que nous ne voulons pas, ce, ce que nous ne Ouais. voulons pas. Il y a aussi donc, tout ce qui est, on va résumer par le mot de chaos, mais enfin, ce qui veut dire un peu des choses différentes selon ce qu'on y met. Disons, toute la négativité, ou certains de nos enseignements, avancés ou pas avancés, nous disent que tout ce qui passe est un symbole qu'on peut travailler, donc y compris le négatif. Et puis, il nous arrive des choses négatives dans la vie qui ont été le point de départ Mm. d'un renouveau Mhm. pour nous, dans notre Ouais. vie privée ou dans notre Ouais. vie sociale, voire plus. Donc, toujours par rapport au centre, par rapport aux enseignements et avec les yeux de ton expérience personnelle, euh, c'est quoi c'est quels outils que tu pas quels outils, quel regard, quel comportement euh, tu verrais par rapport au chaos Mm. qui nous permettrait d'en tirer le meilleur parti pour, à partir des forces de destruction, en faire des forces de construction Mhm. ou d'évolution. Ouais. Euh, je crois que la communauté de Shambhala, les pratiquants et pratiquantes, euh, je pense qu'on a appris beaucoup, mais je crois on a été pris dans une illusion de savoir un peu où est-ce qu'on s'en allait. Et que si on avait juste à suivre les instructions du gourou et que ça allait nous mener ça allait nous mener à l'éveil. Euh, les enseignements sont très puissants et souvent on touche ce qu'on appelle souvent la brillance de ces enseignements-là. C'est comme si on découvre la beauté, la profondeur, euh, la richesse des enseignements. Ça nous enrichit et je crois que ça nous a donné un aperçu du palais de cristal. Euh, et dans Shambhala, partout où est-ce qu'on allait, euh, il y avait ce sentiment qu'on était donc bon, qu'on était donc beau, qu'on était donc brillant, on était les meilleurs. On était vraiment les meilleurs. On allait faire des programmes, puis on revenait de là, tout comme, tu sais, régénéré, recrinqué. euh, Moi, ça m'est arrivé souvent de penser à d'autres groupes, puis de penser qu'il leur manquait quelque chose. Et puis là, ben, le tsunami est arrivé pour nous. Puis ça a complètement dévasté. Ça a dévasté cette illusion-là. Ça a dévasté euh, notre communauté et ça nous a remis les pieds sur terre. Et je crois qu'on a une leçon à tirer si on veut continuer de se développer. Les enseignements qu'on reçoit, on dit souvent que ce sont des enseignements de lignée. Hein. Trungpa Rinpoche était détenteur plusieurs lignées bouddhistes et il était aussi celui qui a redécouvert les enseignements de Shambhala appropriés à notre temps. Donc, ce sont des transmissions vivantes. Et puis, ce sont des transmissions qui se sont passées de génération en génération, de personne en personne. Et chaque génération a vécu ces obstacles. Chaque personne qui est dans cette lignée depuis des milliers d'années a vécu ces obstacles. Les obstacles nous aident à savoir où est-ce qu'on est rendu sur notre cheminement. Et chaque génération a vraiment mis la main à la pâte.
Ils se sont appliqués, ils ont pratiqué, ils ont cherché leur maître, ils ont cherché les enseignements. Ils ont mis beaucoup de, de- d'efforts pour reconnaître comment ces enseignements-là étaient importants, précieux pour eux autres. Et c'est grâce à leur travail et à tous ces efforts-là que ça a continué, puis que euh, ça s'est perpétué jusqu'à nous sans faille. On peut retracer, si on reprend les lignées de Trungpa Rinpoche, on peut les retracer. Si on prend les lignées Kagyu, Nyingma, on peut les retracer. On peut les retracer jusqu'au 8e siècle. Puis avant ça, avec Padmasambhava en Inde, là. Je veux dire, chaque, on peut retracer chaque génération qui l'a fait. Trungpa Rinpoche, il l'a pas eu facile. Quand on regarde sa vie, euh, l'invasion du Tibet, la perte de son monastère, la perte de tous ses documents, la perte de sa famille, ça n'a pas été facile. Sakya Mipa Rinpoche ne l'a pas eu facile. Séparé très jeune de sa famille, maltraité dans un monastère, dyslexique, difficulté d'apprentissage, il l'a pas eu facile. Quand on regarde la vie des maîtres, il n'y en a pas un qui l'a eu facile. Ils ont tous eu à faire l'effort de dire comment je veux intégrer ça. Et je pense que c'est ça la leçon qu'on a à tirer, nous autres. C'est-à-dire qu'on a à se demander, est-ce que je crois à tout ça? Est-ce que je crois fondamentalement ce que je reçois comme enseignement? C'est bien beau la bonté fondamentale, mais est-ce que j'y crois? Puis il me semble que euh, si on veut se développer, on a cette responsabilité de se poser la question. Est-ce que je veux euh, parce qu'on parle souvent, moi je veux être bienveillante, je veux ressentir de la compassion pour les autres. Mais ça se fait pas ça se fait pas comme ça. À la moindre petit obstacle, on, on se décourage. Ou bien on veut s'éveiller, mais on veut pas du tout changer rien dans notre confort ou rien dans notre vie actuelle. Alors, il me semble que c'est ça qu'on a attiré comme leçon du fait d'avoir été viré à l'envers. C'est OK, ces enseignements-là, qu'est-ce qu'ils m'apprennent et comment je veux continuer. Il y a quelqu'un qui disait en fin de semaine, euh, parce que je participais à un autre programme, il y a un grand maître qui est décédé l'été dernier et puis c'était sa crémation en fin de semaine. C'est toute cette, on pourrait dire, pas cette race, là, je sais pas quel mot dire, mais tous ces grands maîtres dont on a reçu les enseignements, ils sont tous en train de mourir. Les plus anciens, ils sont tous en train de mourir. Et il y en a des nouveaux, des plus jeunes, mais qui vont pas enseigner pareil, qui n'ont pas vécu d'être complètement euh, intégrer ces pratiques-là dans leur vie complètement. Ces nouveaux-là ont été élevés en Inde, peut-être au Népal, connaissent beaucoup l'Occident. Mais en tout cas, ce que quelqu'un disait en fin de semaine, c'est que on réalise pas tout le privilège qu'on a eu de recevoir ces enseignements-là. Les maîtres sont venus à nous. On n'a même pas eu besoin d'aller les chercher. Ils sont venus en Occident pour y déposer les enseignements, pour y déposer la vision, euh, que ce soit bouddhiste, euh, de déposer ça dans un contenant où on allait peut-être, nous, être capable de s'en occuper. Alors, je dirais que c'est un peu ça peut-être le développement de notre communauté, c'est est-ce qu'on est capable de prendre la responsabilité de ce qu'on a reçu? Est-ce qu'on est capable de
de porter cette vision-là. C'est beau dire le palais de cristal, mais qu'est-ce que ça veut dire? Puis comment ça s'applique dans notre vie? Alors, ouais, c'est ça, soutenir, prendre soin de la vision. Et je dirais que le développement de notre communauté et le développement de nos pratiques spirituelles, selon moi, doivent absolument passer par le respect envers les femmes. Je ne crois pas qu'on peut rien développer actuellement dans notre monde, que ce soit au niveau commercial ou politique, s'il n'y a pas ce respect-là euh, de la femme, de l'énergie féminine, de, de son rôle de protectrice aussi. Donc, puisqu'on parle de transmettre, euh, une espèce de synthèse, comment tu parlerais à des jeunes, puisqu'on commence à avoir, c'est ça qui fait plaisir, on commence à revoir des jeunes dans nos centres qui viennent suivre des enseignements, parce qu'il fut un temps, on était un peu, on voyait arriver le troisième âge dans les centres bouddhistes, et puis sans vraiment de relève, mais ça a l'air de venir. Et comment tu leur parlerais en langage en langage actuel pour justement parler de ce legs, de ce que c'est que la lignée, puisque, et ça avait bien été soulevé par Marjolaine au tout début, que ce qu'on transmet, c'est pas les enseignements tels quels, c'est leurs énergies, parce que forcément, il faut que ça s'habille d'une façon différente, en fonction des cultures différentes, et puis en fonction des époques différentes. Et j'apprends rien à personne en disant que nos enfants et nos petits-enfants, ils parlent pas du tout comme nous. Ils n'ont pas le même vocabulaire, ils n'ont pas la même culture, ils réagissent pas aux mêmes choses. Et, mais ça n'empêche pas que les enseignements leur sont adaptés aussi. Et puis après, ils vont les habiller d'une façon. Alors, puisque nous sommes à cette transition entre ce que nous avons reçu et ce que nous sommes en train de transmettre, comment tu leur parlerais? Belle question. Puis, belle question, hein, parce que je suis un peu grand-mère. Hein? Alors, adopter le langage des jeunes, c'est un petit peu difficile. Là. J'étais justement avec mon petit-fils la fin de semaine dernière, puis tu sais, il a 16 ans. Il y a des choses qui l'intéressent, mais il y en a beaucoup qui ne l'intéressent pas. Il parle monosyllabique. Oui, non. C'est comme... Au moins, il parle. Ben, au moins, il parle, mais... Hein, bon. Ben, je dirais pour les jeunes, actuellement, les jeunes, ben, il y a quand même les jeunes, là, c'est... Je sais plus c'est quoi les jeunes aujourd'hui. Tu sais, c'est plus de 18, 30 ans, là. Ça peut s'allonger l'âge. Euh, mais il y a comme un sens qu'ils ont de la difficulté à s'engager. Et à mon avis, c'est très compréhensible parce que tout va tellement vite. Les relations amoureuses, ça commence puis ça se termine. Ça se termine rapidement. Euh, les, euh, les amitiés, hein? Les amitiés sur Instagram là, ou sur les réseaux sociaux. On a tout d'un coup 200, 300 amis, puis oups, le lendemain, il se passe quelque chose qui n'est pas correct, puis oups, on perd tous nos amis. Euh, dans les milieux de travail, ils ont plus le même attachement au milieu du travail. Ils sont beaucoup plus volants. Ils peuvent se promener d'un travail à l'autre. Puis la politique, mon Dieu, la politique qui leur fournit un scandale après l'autre. Tu as juste le temps de te, comment je dirais ça, là,
comment on dit ça, là, quand on se fâche de quelque chose, là, de se... Se renseigner, tu veux dire? Non, pas de se renseigner, là, de trouver ça injuste ou de trouver que ça... S'indigner. De s'indigner. On a juste le temps de s'indigner d'un scandale que le lendemain, il y en a un autre. Et ça nous laisse assez avec un sentiment d'impuissance. Alors, je crois que une des choses à dire aux jeunes, c'est que ils ont peut-être à trouver qu'est-ce qui est important pour eux autres. De trouver qu'est-ce qui les fait, qu'est-ce qui les allume. Parce que je ne sais pas si, en même temps, ils sont très allumés. Il en viennent des jeunes ici, là. Ils sont très allumés. euh, ils sont pas encore fatigués de souffrir. Alors, ils peuvent continuer d'être un peu dans la confusion, mais en même temps, quand ils viennent au centre, ils veulent quelque chose. Ils veulent trouver leur centre, en fait, hein. Puis d'après moi, trouver leur centre, c'est trouver cette vision-là. La vision du palais de cristal dont on parle, c'est pas quelque chose d'inaccessible. Le palais de cristal, c'est notre vie, c'est notre environnement, c'est notre maison. Comment on vit dans notre maison, comment on arrange notre maison. Euh, c'est comment on entre en relation avec les autres, c'est comment on accueille les gens ici. Quand les gens viennent ici, là, si on a ce sens qu'on porte une vision d'un monde sacré, mais ils entrent dans le palais de cristal. Et qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont rencontrer la salle ici? Ils vont dire, oh, hein? Ou bien ils vont se baisser, ils vont être intimidés et tout ça. Alors on peut dire qu'on peut, bon, ici on leur enseigne la méditation, puis on dit, on a des programmes et tout ça, mais on peut leur dire qu'ils ont cette capacité au milieu du chaos, puis du tourbillon de la vie, puis de pas savoir où s'en aller, il y a la possibilité de se stabiliser. Il y a la possibilité parce qu'au centre du palais de cristal, il y a un centre. Il y a un centre. Nous, on est au centre de notre vie. Les autres sont au centre de leur vie. Alors, ils ont un centre qui peut être stabilisé. Puis ils stabilisent en stabilisant leur esprit, en apprenant à travailler avec leur esprit. Ils stabilisent ça. Donc, on peut leur dire ça. Je leur dirais ça. Et je leur dirais aussi d'avoir le courage, parce que quand je disais tantôt que une des choses, moi, qui m'a énormément enseigné, c'est quand les enseignants et les enseignantes montraient leur vulnérabilité. Ça m'enseignait beaucoup. Puis j'étais jeune à l'époque, puis ça me touchait. Je me disais, oh, ils sont pas en train de prétendre quoi que ce soit. Ils sont là, ils sont exposés. Alors, leur dire que le cœur est là, qu'ils peuvent travailler avec leur cœur, même si on vit dans une société qui glorifie l'agression, ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, on a juste à ouvrir une émission de télé, c'était tellement agressif. Euh, c'est ce qu'ils voient, ils sont complètement influencés, bombardés par l'agression. Alors c'est quelque chose de leur dire, ben trouve, pas juste trouve ton centre, mais trouve ton cœur aussi, là. Et ben moi je suis une, moi j'ai confiance dans l'humanité. J'ai confiance que malgré tout ce qui se passe dans le monde, euh, malgré les choses qui semblent inhumaines, injustes, euh, tout ça part souvent de deux personnes ou de deux opinions ou de deux clans ou de deux façons de voir qui se mettent à s'opposer, puis ça finit par
développer des problèmes écologiques, des problèmes économiques et tout ça. Mais je pense qu'au cœur de chaque individu, il y a une vision du monde sacré. Des fois, elle est enfouie loin, là, mais si on cherche de l'eau, des fois, on se dit, à quoi ça sert le gourou? On n'a pas besoin d'un gourou. Mais quand on cherche de l'eau, puis qu'on creuse, puis qu'on ne trouve pas, ben on sort, puis on creuse un autre trou. Puis on creuse un autre trou. Puis quand on rencontre une roche, ben on ne va pas plus loin. Bon. Mais le gourou, lui, il va nous dire, continue de creuser, jusqu'à temps que tu trouves l'eau. Parce qu'elle est là, l'eau. La vision est là, la source est là, la vie est là, tout est là, tout est là. Continue de creuser. Alors, c'est ça. Moi, j'ai confiance dans ça. J'ai confiance dans cette humanité qu'on partage. Ouais. Merci. Peux-tu résumer en trois mots-clés 3 mots-clés. Cette soirée? Et j'aime bien le côté creuser pour trouver l'eau claire qui coule en dessous. J'aime bien cette image aussi. Bon, je te redonne la parole. 3 mots-clés, ben, je dirais que c'est important de réaliser comment notre vie est précieuse. Pas juste parce qu'on a reçu les enseignements, mais on n'est pas en guerre ici, là. Il fait chaud, mais on n'a pas de sécheresse encore. On ne sait pas, là, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, là, personne, là. Mais on a des bonnes conditions pour faire quelque chose. Tantôt, je disais, c'est important qu'on arrête les divisions aussi. Je m'écoute, moi, de plus en plus quand je parle, puis des fois, je me vois en train de parler en sachant que ça crée de la division. Peu importe à quel niveau. Des fois, c'est juste une petite blague plate, là, mais ça crée des divisions. Alors, écoutez comment on parle. Actuellement, on vit ça un peu dans notre communauté. C'est assez triste. On vit une forme de division qui est peut-être pas nécessaire. On n'a pas nécessairement à entretenir ça. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes, on n'est pas obligé de penser pareil, mais on n'est surtout pas obligé de se dénigrer entre nous parce qu'on ne pense pas pareil. Pour moi, c'est important qu'on se supporte dans ce sens-là. Je dirais aussi, des fois, on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire, mais il y en a beaucoup qu'on peut faire. Il y a beaucoup de petites choses qu'on peut faire. Puis il y a un poète qui a dit, on est peu, mais on est beaucoup à être peu. Alors, si tous les peu se ramassent, ben à ce moment-là, on peut partager le fardeau. Alors, je terminerai là-dessus. Merci. Jim, on a le temps pour quelques questions? Il nous reste combien de temps? La seule chose pour les questions, c'est qu'on en a parlé. Puis comme toi, tu aimerais que ces rencontres-là soient mises sur YouTube, éventuellement, peut-être que ça peut être plus délicat pour les gens. Alors, on s'est dit qu'on n'enregistrerait pas les questions. Ok. Hein? Parce que ça peut être délicat, peut-être que quelqu'un ne voudrait pas, là, tout d'un coup, être sur YouTube. Ok. Est-ce que tu veux
Voilà, là, c'est la technique qui va me couper la parole parce que j'allais justement, heureusement que j'ai pas oublié, Oui, remercier Jim. Non, non, c'était le programme, t'inquiète pas. Remercier Jim de son soutien indéfectible depuis le départ. oui, Quand je dis depuis le départ, ça comprend quelques années, bien avant oui, depuis cette aventure de la techno, là, et puis j'encourage toute l'assistance publique à suivre le stage de formation à la techno, d'ailleurs, parce que on a besoin de main-d'œuvre oui. dans la techno, notamment en zoomiste, et puis des choses plus compliquées comme ce soir, parce que Jim ne sera pas forcément là tous les jours, il a le droit aussi de partir en retraite quelque part, ou de prendre des vacances tout simplement. Voilà, ben merci beaucoup, surtout vous, grand public, vous de Oui, par le monde, merci de votre soutien moral, et en sentez votre énergie d'ici, sortant par toutes les pores de la télévision. oui. Donc, J'ajouterais, Jean-Luc, que si on a eu deux autres soirées comme ça hein, avant, et si jamais vous êtes intéressé d'écouter Gisèle et Suzy qui ont donné des entrevues très intéressantes aussi, euh, vous pouvez aller sur le site de export. montréal.chambala.org. Oh, C'est du centre, hein? Oui, ah, c'est c'est bien. ça. Puis vous pouvez trouver, Export ton c'est centre. Explore ton centre, puis vous pouvez trouver les deux autres causeries qui ont été données auparavant, qui étaient excellentes. C'est une habitude de la maison que tout soit bien. Oui. Ouais. Ça Eh fait ben, partie des enseignements, ça. absolument. Cultiver l'excellence. Faites de beaux rêves. Oui. On se retrouve la prochaine fois, pas avant.